Bonjour chers tous, j'ai aujourd'hui l'immense plaisir de vous présenter un cours destiné aux étudiants de 5e année de médecine dans le cadre de l'enseignement du module d'endocrinologie. Ce cours est intitulé Hypertension artérielle d'origine endocrinienne. Alors nous n'allons pas aborder l'hypertension artérielle dans sa globalité puisque vous êtes censé avoir déjà fait ça en cardiologie, mais nous focaliserons cet exposé sur un aspect particulier de l'hypertension artérielle, celui qui concerne les causes et plus particulièrement les causes endocrines de l'hypertension artérielle. Comme vous le savez certainement, l'hypertension artérielle est dans 90% des cas d'origine essentielle, donc sans cause apparente. Dans 10% de cas, elle est liée à des causes dominées par l'hypertension artérielle rénovasculaire, suivies par les causes endocriniennes. Ce sont celles-ci qui nous intéressent aujourd'hui. Et sans trop tarder, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Voici le plan de la question. On verra dans un premier temps des définitions et des généralités. Comment faire le dépistage de l'hypertension artérielle endocrine? Quels sont les arguments suggestifs de l'origine endocrinienne d'une hypertension artérielle et on abordera les principales étiologies pourvoyeuses et responsables d'une hypertension artérielle. Les objectifs pédagogiques de cet enseignement, au terme de ce cours, les étudiants doivent être capables de définir c'est quoi une hypertension artérielle d'origine endocrinienne, de reconnaître les arguments suggestifs de l'origine endocrinienne d'une hypertension artérielle, d'identifier les différentes causes possibles d'une hypertension artérielle d'origine endocrine, de lister pour chaque cause les examens utiles au diagnostic et enfin, argumenter l'attitude thérapeutique. Alors, tout d'abord, des définitions. Comment définit-on une hypertension artérielle? L'hypertension artérielle est définie selon l'Organisation mondiale de la santé comme étant une pression artérielle systolique supérieure ou égale à 140 mm de mercure et ou diastolique supérieure ou égale à 90 mm de mercure. Alors, il s'agit bien là d'une mesure effectuée au cabinet médical en consultation. Elle nécessite d'être confirmée par au moins 2 à 3 mesures en l'espace de 3 à 6 mois. Il existe cependant d'autres alternatives de mesure à la mesure au cabinet médical. Ces mesures ont l'avantage de s'affranchir ou d'éviter certaines erreurs de diagnostic susceptibles d'être faites au moment de la mesure au cabinet médical et qui sont connues sous le nom de l'hypertension artérielle blouse blanche. Ce sont des erreurs par excès ou des erreurs par défaut. C'est ce que l'on appelle l'hypertension masquée. Pour le premier cas, l'hypertension blouse blanche, c'est lorsqu'on diagnostique à tort des sujets comme étant hypertendus alors qu'ils ne le sont pas réellement. Et pour l'hypertension masquée, c'est lorsqu'on diagnostique à tort un sujet comme étant normal alors qu'il est réellement hypertendu. Alors les chiffres qui permettront de retenir le diagnostic de l'hypertension artérielle avec ces deux alternatives de mesure sont de l'ordre de 130-80 mm de mercure pour la mesure ambulatoire de la pression artérielle et de 135-85 mm de mercure pour l'automesure tensionnelle. Qu'en est-il de l'hypertension artérielle d'origine endocrinienne? L'hypertension artérielle d'origine endocrinienne est tout simplement la conséquence d'un fonctionnement anormal et habituellement excessif d'une glande endocrine. La prévalence de cette affection est de l'ordre de 2 à 3%, donc c'est une fraction minime quand même, mais qui nécessite et mérite d'être connue pour deux bonnes raisons. La première, c'est que l'hypertension artérielle peut révéler une maladie potentiellement grave, voire même fatale et mortelle. Et la deuxième bonne raison, c'est qu'il s'agit de causes curables d'hypertension artérielle, surtout lorsque l'hypertension artérielle est diagnostiquée récemment et qu'il s'agit de sujets jeunes. Donc l'hypertension n'a pas eu le temps de s'autonomiser et de rentrer dans la chronicité. Alors comment on fait le dépistage de l'hypertension artérielle d'origine endocrinienne? Ce dépistage passe par deux étapes dans la vie d'un hypertendu. La première étape, c'est l'étape initiale au moment même où l'on fait le diagnostic de l'hypertension artérielle. Et ce dépistage doit être systématique et s'adresse à tous les sujets qu'on vient de diagnostiquer comme étant hypertendus. Il vise à rechercher des signes susceptibles d'être en faveur d'une maladie endocrinienne habituellement responsable d'une hypertension artérielle et de rechercher des anomalies donc, au bilan que l'on fait habituellement chez les patients hypertendus, le bilan minimal d'évaluation d'un patient hypertendu, à savoir du l'urinogramme et d'autres bilans, et de rechercher donc, une hypocalémie. La deuxième étape du dépistage de l'hypertension artérielle se fera lors du suivi du patient hypertendu, donc c'est-à-dire une reprise d'enquête. Celle-ci où ce dépistage est conditionnel, puisqu'il est conditionné par la constatation d'une résistance au traitement antihypertenseur
lorsque ce dernier est bien conduit. Alors, comment on définit une résistance au traitement antihypertenseur? Ce sont tous les patients qui ont des chiffres tensionnels au-delà de 140-90 mm de mercure, malgré un traitement antihypertenseur bien suivi, comportant 3 classes d'antihypertenseurs, dont l'un est un diurétique. Alors, il faut bien évidemment éliminer tous les facteurs susceptibles d'être à l'origine de cette résistance. Je citerai à titre d'exemple une mauvaise observance thérapeutique, un régime hypersalé, le tabagisme et l'inactivité physique ou la sédentarité. Donc avant de retenir une résistance, il faut être bien sûr que le sujet prend bien correctement son traitement, qu'il n'y a pas donc de notion de tabagisme, que le régime de micelle est bien respecté et que le sujet exerce une certaine activité physique, c'est-à-dire que les règles ou que les règles d'hygiène de vie sont bien respectées. Alors, quels sont les arguments évocateurs de l'origine endocrinienne de l'hypertension artérielle? Nous avons tout d'abord l'âge inférieur à 40 ans, et là on sait que toute hypertension artérielle qui survient avant l'âge de 40 ans doit être considérée comme secondaire jusqu'à preuve du contraire. Deuxièmement, nous avons le caractère résistant de l'hypertension artérielle, comme on vient de le voir dans la slide précédente. Vous avez aussi la présence de signes cliniques en faveur d'une maladie endocrinienne habituellement responsable et à l'origine d'une HTA. Et enfin, l'hypocalémie en dessous de 3,5 mmol par litre. Alors, quelles sont les principales étiologies susceptibles d'être à l'origine d'une hypertension artérielle? Nous avons les phéochromocytomes, des hyperaldostéronismes primaires, essentiellement l'adénome de Cohn. Nous avons l'hypercorticisme ou le syndrome de Cushing. Et nous avons d'autres étiologies ou d'autres causes que vous avez eu l'occasion de voir tout au long de ce module d'endocrinologie. Je citerai à titre d'exemple l'acromégalie, l'hyperthyroïdie et l'hyperrénilisme primaire. Alors tout d'abord, les phéochromocytomes. Par définition, les phéochromocytomes sont des tumeurs bénignes ou malignes qui sont issues des cellules chromaffines, qu'on appelle phéochromocytes. Ces cellules chromaffines ou phéochromocytes prennent origine ou prennent naissance au niveau du tissu neuroectodermique sous forme de sympathogonies qui vont migrer en dehors du système nerveux central pour aller se localiser soit au niveau des terminaisons nerveuses du système nerveux sympathique, soit au niveau du tissu, au niveau de la médullo-surrénale. Leur particularité, c'est qu'elles sécrètent ou elles sont dotées donc de la capacité de sécréter les catécholamines, qu'on appelle les hormones du stress, adrénaline et noradrénaline. Donc on comprend dès lors que les tumeurs qui se développent à partir de ce tissu peuvent être localisées au niveau de deux endroits. Soit au niveau de la médullo-surrénale, c'est ce que nous appelons les phéochromocytomes et qui constituent la majorité des cas, 90% des cas, soit en extrasurrénalien, principalement au niveau de la chaîne ganglionnaire sympathique, puisqu'elles partagent la même origine embryologique que la médullo-surrénale, et on les appelle paragangliomes. Ils représentent 10% des cas. Il faut noter que l'hypertension artérielle secondaire au phéochromocytome est une cause, ou que le phéochromocytome est une cause d'HTA chirurgicalement curable, alors que l'on sait habituellement que l'hypertension artérielle relève plutôt d'un traitement médical. Alors, comment on fait le diagnostic du phéochromocytome? Il y a tout d'abord les éléments cliniques et le maître symptôme, c'est l'hypertension artérielle. C'est le signe cardinal du phéochromocytome. Cet HTA peut revêtir différentes formes, essentiellement deux. La forme permanente, qui est la plus fréquente, mais la moins évocatrice du phéochromocytome. Et vous avez la forme paroxystique, qui est très rare, mais très en faveur du phéochromocytome. Alors, devant toute hypertension artérielle permanente, qu'est-ce qui permet de suggérer un phéochromocytome? Il existe un certain nombre de symptômes. Parmi ces symptômes, vous avez la triade paroxystique que nous appelons la triade de Ménard. Il s'agit d'accès paroxystiques qui surviennent donc par à coup de 10 à 15 minutes, généralement concomitants de décharge d'adrénaline et noradrénaline dans le sang, et qui sont faits de céphalées suivis de sueur et de palpitations. Donc cette triade est connue sous le nom de la triade de Ménard. On peut avoir aussi l'hypertension ou plutôt l'hypotension orthostatique. Vous pouvez avoir également un diabète sucré qui témoigne de l'effet catabolique des catécholamines, et vous avez aussi l'amaigrissement. D'autres manifestations paroxystiques peuvent se voir chez les sujets porteurs de phéochromocytome, telles que les douleurs ascendantes thoraco-abdominales, qui sont elles aussi concomitantes des décharges de catécholamines, et vous avez les tremblements, la pâleur et l'anxiété. Alors, une fois le diagnostic est suspecté cliniquement, il va falloir confirmer cette suspicion par
la preuve de l'hypersécrétion de catécholamine, c'est-à-dire par un dosage biologique ou par la preuve hormonale. Donc ce diagnostic repose sur le dosage des méthanéphrines urinaires des 24 heures. Les méthanéphrines sont les métabolites de l'adrénaline et la noradrénaline au niveau des urines. Et on mesurera le bloc méthanéphrine-norméthanéphrine, c'est-à-dire on additionnera les méthanéphrines plus les norméthanéphrines dosées au niveau des urines. Et si donc la somme de ces deux métabolites est supérieure à 2,5 mg par 24 heures, cela permettra d'affirmer le diagnostic. Si par contre il est inférieur à 1 mg par 24 heures, on élimine le diagnostic. Entre ces deux valeurs, pour les valeurs intermédiaires, il va falloir refaire le bilan ou sinon réaliser d'autres examens paracliniques, notamment le dosage plasmatique des catécholamines, qui est un dosage très, très sensible, mais qui est quand même difficile à réaliser et très coûteux. Après avoir confirmé l'hypersécrétion hormonale de catécholamine, la deuxième étape est d'aller rechercher ou localiser quelle est l'origine de cette hypersécrétion. Et pour cela, nous disposons d'un certain nombre d'examens topographiques, dont le premier et le plus sensible, c'est le scanner abdominopelvien qui reste l'examen de référence. On peut utiliser également l'IRM, mais qui a beaucoup plus d'intérêt dans les formes malignes de phéochromocytome, car elle permet donc d'étudier les rapports et l'extension de la tumeur au rapport de voisinage ou aux organes de voisinage. Et troisièmement, nous avons un examen scintigraphique qui est la scintigraphie à la MIBG, un métabolite fixé par le tissu chromaffine, c'est la méthioiodobenzylguanidine. Cette scintigraphie permettra de détecter les tumeurs les plus petites et surtout ectopiques en dehors de l'aire surrénalien. Nous avons ici une iconographie d'une image d'un phéochromocytome, une iconographie d'un phéochromocytome surrénalien gauche, où on en constate très très bien la fixation importante du radioisotope, la MIBG, avec un effet extinctif sur la surrénale saine. Alors, les formes cliniques des phéochromocytomes sont représentées essentiellement par les formes malignes qui représentent 10% des phéochromocytomes. Le diagnostic histologique est très difficile et leur pronostic est sévère. Nous avons aussi les formes familiales qui constituent 10% des phéochromocytomes, où les phéochromocytomes peuvent toucher un certain nombre d'éléments ou de membres de la famille, et ces formes familiales s'intègrent dans le cadre de néoplasies endocriniennes multiples qui associent en plus de phéochromocytomes d'autres tumeurs endocriniennes telles que le cancer médullaire de la thyroïde et l'hyperparathyroïdie. Le traitement du phéochromocytome est principalement chirurgical, c'est l'exérèse de la tumeur. Celle-ci ne pourra être faite qu'après avoir bien préparé le patient donc sur le plan médical. Donc, elle doit être précédée d'une préparation médicale soigneuse qui consistera donc à un bon équilibre tensionnel, à corriger une éventuelle hypovolémie, souvent observée dans le cadre de phéochromocytome, à corriger des troubles glycidiques qui peuvent accompagner le phéochromocytome et à normaliser ou à corriger les anomalies hydroélectrolytiques. Ce n'est qu'après avoir réalisé tout ça que le patient peut être adressé à un chirurgien et le chirurgien doit être quelqu'un d'expérimenté en termes de chirurgie endocrinienne et principalement surrénalienne pour que la chirurgie soit donc un succès. Alors, il faut savoir que même entre les mains d'un bon chirurgien expérimenté, et la chirurgie du phéochromocytome est une chirurgie qui est lourde et gravée de beaucoup de mortalité péropératoire. La deuxième étiologie, ce sont les hyperminéralocorticismes. Les hyperminéralocorticismes, avant d'aborder donc cette question, il serait préférable de survoler rapidement l'anatomie et l'histologie des glandes surrénales. Alors, je rappelle que les glandes surrénales sont deux petites glandes qui sont situées au pôle supérieur du rein. Elles ont la forme d'une pyramide ou d'un Y inversé. Donc, cette glande est constituée de deux parties. Une partie périphérique qu'on appelle le cortex surrénalien et une partie centrale qu'on appelle la médullo-surrénale. Sur le plan histologique, la partie périphérique, qui est le cortex surrénalien, est formée sur le plan histologique de trois couches. En allant de l'extérieur vers l'intérieur, nous avons la couche la plus externe qui est appelée glomérulée et qui sécrète principalement les minéralocorticoïdes dans le chef de file et l'aldostérone. Une deuxième couche intermédiaire qui est la couche fasciculée qui sécrète les glucocorticoïdes dans le chef de file et le cortisol. Et une couche interne qui constitue donc qui représente une couche
entre la couche réticulée et la médulo-surrénale, ou le pont entre la réticulée et la médulo-surrénale, et cette couche sécrète les androgénocorticoïdes, principalement la dihydroépiandrostérone et le sulfate de dihydroépiandrostérone. Alors, c'est quoi l'aldostérone? L'aldostérone est tout simplement la principale hormone minéralocorticoïde. Elle est synthétisée par cette couche la plus externe du cortex surrénalien qui s'appelle la globulée. L'aldostérone agit principalement au niveau du tube collecteur du néphron distal, où l'action consiste à retenir le sodium, ce qui permet d'augmenter le volume extracellulaire, et en échange, l'aldostérone excrète le potassium. Donc l'aldostérone a une action de rétention hydrosodée et une action donc hypokaliémiante en excrétant le potassium. Alors les mécanismes qui expliquent l'hypertension artérielle au cours des hyperminéralocorticismes sont les suivants. Tout d'abord, il y a une augmentation du sodium échangeable et qui fait appel à l'eau, ce qui entraîne une expansion des volumes intravasculaires. Deuxièmement, l'action vasoactive de l'aldostérone avec une augmentation des résistances périphériques. Et troisièmement, une action centrale à travers une hypertonie sympathique. Ce sont les principaux mécanismes qui contribuent à l'augmentation des chiffres tensionnels au cours de l'hyperminéralocorticisme. Alors, comme vous le savez bien, l'aldostérone est contrairement à la sécrétion glucocorticoïde et androgénocorticoïde, n'obéit pas grandement à la régulation par l'ACTH d'origine hypophysaire. Elle répond majoritairement, ou elle obéit majoritairement au contrôle par le système rénine-angiotensine-aldostérone. L'angiotensinogène, qui est une protéine d'origine hépatique, est transformée grâce à une enzyme ou une hormone qui s'appelle la rénine, qui est sécrétée électivement et essentiellement par l'appareil juxtaglomérulaire. Cette rénine va transformer l'angiotensinogène d'origine hépatique en angiotensine 1. L'angiotensine 1, à son tour, subit l'action d'une enzyme qui s'appelle l'enzyme de conversion. Celle-ci, contrairement à la rénine, est une enzyme ubiquitaire, puisqu'on la retrouve au niveau du rein, au niveau du poumon, au niveau des vaisseaux et au niveau du cœur. L'enzyme de conversion va transformer l'angiotensine 1 ou convertir l'angiotensine 1 en angiotensine 2. À son tour, l'angiotensine 2 va agir par l'intermédiaire d'un certain nombre de récepteurs, essentiellement les récepteurs AT1 et AT2. Et à travers les récepteurs AT1, l'angiotensine 2 exercera son action sur la surrénale, où il stimulera la sécrétion de l'aldostérone, une action sur les vaisseaux où il provoquera une vasoconstriction, et une action sur le rein où il entraîne une rétention hydrosodée. Alors l'hyperaldostéronisme primaire, par définition, c'est tout simplement un syndrome qui associe une hypertension artérielle avec hypokaliémie, donc c'est l'exemple type de l'hypertension artérielle hypokaliémiante, et qui associe une sécrétion excessive d'aldostérone indépendante ou semi-indépendante du système rénine-angiotensine, c'est-à-dire que c'est une sécrétion qui n'obéit pas à l'élévation de la rénine ou à la baisse de la rénine, elle est autonome. Et l'hyperaldostéronisme primaire est responsable d'environ 1 à 2% des hypertensions artérielles en globalité. Alors, quelles sont les principales étiologies de l'hyperaldostéronisme primaire? Nous avons tout d'abord l'adénome de Kohn qui représente la forme la plus fréquente de l'hyperaldostéronisme, 50 à 65% des cas. C'est une tumeur bénigne qui sécrète exclusivement de l'aldostérone et dont la taille ne dépasse pas les 2 cm. Il peut s'agir également d'une hyperplasie bilatérale idiopathique de la couche globulée qui représente 35 à 45% des cas. Exceptionnellement, il peut s'agir d'un carcinome surrénalien sécrétant l'aldostérone. L'hyperaldostéronisme primaire sur le plan clinique comporte l'hypertension artérielle comme signe principal. Cette hypertension artérielle est de degré variable. Elle est parfois associée à un retentissement cardiologique, rénal, voire ophtalmologique. On retrouve également l'hypokaliémie. Rappelez-vous, c'est l'hypertension artérielle hypokaliémiante. Cette hypokaliémie va à son tour être à l'origine d'un certain nombre de signes cliniques, notamment le syndrome polyneuropolydipsique. On peut retrouver une fatigabilité musculaire, des paresthésies, voire même des anomalies à l'ECG avec allongement de l'espace QT. Le diagnostic positif de l'hyperaldostéronisme primaire repose essentiellement sur les dosages hormonaux et essentiellement sur la confirmation d'une association d'une élévation de l'aldostérone plasmatique avec une rénine plasmatique active basse ou effondrée. Donc c'est ce couple qui permet de confirmer le diagnostic de l'hyperaldostéronisme. Élévation de l'aldostérone plasmatique avec baisse ou effondrement de la rénine active. Dans certains nombres de cas ou dans un certain nombre de cas, on peut céder aussi du rapport aldostérone sur rénine qui est augmenté dans ce cas précis.
Après avoir confirmé cette hypersécrétion hormonale, il va falloir donc rechercher l'origine de cette hypersécrétion. Et là, on va recourir à des examens topographiques. Le premier étant le scanner surrénalien. C'est la première étape du diagnostic topographique. C'est un examen très sensible. Il permet donc d'envisager deux possibilités. Soit donc il existe une tumeur unilatérale visualisée au niveau des surrénales, il s'agit bel et bien d'un adénome de Kohn, soit on ne visualise pas de masse ou de tumeur surrénalienne, il s'agit donc d'une tumeur, il s'agit plutôt d'une hyperplasie de la zone glomérulée, ou plutôt d'une tumeur, c'est-à-dire d'un adénome de Kohn, qui échappe aux possibilités du diagnostic du scanner. Donc pour faire la différence entre ces deux entités, il va falloir soit compléter par d'autres examens paracliniques, notamment des tests dynamiques, tels que le test à la charge salée et le test à l'orthostatisme, qui sont des tests quand même difficiles à réaliser. Sinon, nous avons un autre examen sensible qui s'appelle le cathétérisme bilatéral des veines surrénaliennes. Le cathétérisme bilatéral des veines surrénaliennes consiste tout simplement à introduire des cathéters à travers les veines fémorales qu'on va acheminer jusqu'aux veines surrénaliennes afin de faire un prélèvement au niveau de la veine surrénalienne droite et la veine surrénalienne gauche afin de doser l'aldostérone au niveau de ces deux veines. S'il existe un gradient de concentration d'aldostérone entre les deux veines, cela signifie que très certainement l'adénome est du côté où l'aldostérone est le plus élevé. Alors le traitement de l'hyperaldostéronisme primaire dépend de manière très importante de l'étiologie, puisque rappelez-vous, donc l'étiologie ou la détermination de l'étiologie donc, permet de conditionner le traitement par la suite. Si on se trouve dans le cadre d'un adénome de Kohn, il est préférable ou il est même très recommandé de faire une exérèse chirurgicale de l'adénome. Si par contre il s'agit d'une hyperplasie bilatérale idiopathique de la zone glomérulée, le traitement chirurgical ne pourra pas être appliqué et c'est plutôt un traitement médical qui doit être tenté. On pourra utiliser les anti-aldostérones tels que la spironolactone, on peut utiliser l'amyloride, voire même associer en cas donc, de non-équilibre tensionnel à des enzymes, des inhibiteurs de l'enzyme de conversion, voire des inhibiteurs calciques. Alors, à côté de ces hyperaldostéronismes vrais, il existe une entité un peu rare, mais qui mérite d'être signalée, ce sont les pseudo-hyperaldostéronismes, ce que nous appelons les faux hyperaldostéronismes. Qu'est-ce qu'elles ont comme particularité, ces pseudo-hyperaldostéronismes? Ben, c'est tout simplement des pathologies ou des affections qui sont caractérisées au même titre que l'hyperaldostéronisme vrai par une hypertension artérielle, mais contrairement à l'hyperaldostéronisme vrai, le taux de rénine et d'aldostérone sont bas. Ces pseudo-hyperaldostéronismes peuvent être soit en rapport avec une sécrétion excessive de désoxycorticostérone, qui peut être due ou qui peut donc survenir soit d'une tumeur sécrétant la désoxycorticostérone, soit secondaire, une sécrétion de désoxycorticostérone secondaire à un bloc enzymatique en 11 bêta-hydroxylase associé à un bloc en 17 alpha-hydroxylase. Alors je rappelle que la désoxycorticostérone est un minéralocorticoïde qui n'est normalement pas sécrété au niveau du sang puisqu'il est le substrat, le substrat donc, qui est à l'origine de l'aldostérone, c'est le précurseur de l'aldostérone en physiologie, donc qui n'est pas sécrété, et ce produit a un pouvoir minéralocorticoïde 1000 fois supérieur à celui de l'aldostérone. Donc une toute petite quantité de la désoxycorticostérone au niveau du sang aura des effets minéralocorticoïdes 1000 fois supérieurs à celle de l'aldostérone. Alors, il peut s'agir également, dans les pseudo-hyperaldostéronismes, d'un excès apparent de minéralocorticoïdes qui s'observe surtout chez les sujets qui consomment beaucoup de confiseries à base de réglisse. Alors, vous avez ici un schéma récapitulatif de la biosynthèse des hormones surrénaliennes ou de la stéroïdogénèse surrénalienne. Vous avez donc ce schéma représente essentiellement les trois axes de synthèse, c'est-à-dire la glomérulée avec les minéralocorticoïdes, la zone réticulée avec la biosynthèse des glucocorticoïdes et vous avez ici la couche réticulée avec la synthèse des androgénocorticoïdes. Alors quand il y a entre chaque étape, chacune des étapes, il existe des enzymes qui catalysent donc, la transformation d'un produit à un autre. Et donc ces enzymes sont indispensables pour la biosynthèse des hormones surrénaliennes. Alors s'il existe par exemple un bloc enzymatique au niveau de la 17-alpha-hydroxylase qui permet donc
la synthèse ou qui permet donc la stéroïdogénèse sur la voie des glucocorticoïdes et des androgénocorticoïdes. Ceci va entraîner donc un blocage à ce niveau et donc un détour de la sécrétion ou de la synthèse vers la voie des minéralocorticoïdes. Et si par hasard ceci se trouve associé à un bloc au niveau de la 11-bêta hydroxylase, il va y avoir donc un excès de sécrétion du produit en amont qui est le 11-désoxycorticostérone avec une baisse du produit en aval. Et donc, comme vous le savez, la désoxycorticostérone est un minéralocorticoïde qui n'est normalement pas sécrété au niveau du sang. Son pouvoir minéralocorticoïde est beaucoup plus important que celui de l'aldostérone. Et donc, toute augmentation de la désoxycorticostérone va entraîner un effet minéralocorticoïde important et donc une hypertension artérielle. Les autres causes possiblement à l'origine d'une hypertension artérielle, vous avez le syndrome de Cushing, que vous avez certainement vu au cours de ce module d'endocrinologie. Vous avez aussi l'acromégalie, vous avez l'hyperthyroïdie qui est à l'origine d'une tachycardie, donc avec élévation de la tension artérielle, et le tableau clinique est clair avec amaigrissement, hypersudation, tremblement, amaigrissement. Enfin, vous avez l'hyperhélénisme primaire, notamment dans le cadre des tumeurs de l'appareil juxtaglomérulaire sécrétant l'arylie. Donc, nous avons fini ce cours et je vous remercie pour votre